Bonjour Fanny et bonjour à tout le monde, hein, bien entendu. Merci d'être présent. Quelques mots d'introduction de Fanny. Donc on présente plus Fanny Bénard. Hein, voilà. Fanny est donc directrice générale du cabinet BioWay, d'une part. D'autre part, vous êtes vice-présidente de l'Observatoire des achats responsables. Vous avez beaucoup d'autres engagements. Vous participez au projet Milliard. Vous êtes vous êtes intervenante à De Vinci Executive Education, hein, qui nous permet effectivement ce soir, voilà, de faire ce talk-là. Et on vous en remercie et d'être fidèle à nous, c'est très important, effectivement. Donc vous êtes une femme d'engagement social, sociétal, clairement de conviction, hein, je pense que c'est clair par rapport à tous les engagements que vous avez. Voilà, donc on a voulu faire ce talk et vous avez proposé donc le thème qui est donc comment appliquer la notion de responsabilité sociétale au métier d'acheteur. Alors moi ça me parle beaucoup parce que bien entendu j'ai exercé ce métier d'acheteur pendant longtemps. Voilà, et donc la notion de responsabilité du métier d'acheteur elle est forte et en plus sociétale aujourd'hui elle est d'autant plus forte. Donc là, ce sujet me touche vraiment et je pense que ça va intéresser effectivement nos auditeurs. Voilà, donc dites-nous peut-être pourquoi effectivement vous avez voulu mettre ce sujet à l'ordre du jour et, et comment vous souhaitez nous le présenter ou en tout cas échanger autour de ce sujet-là. Alors, merci beaucoup déjà pour l'invitation à parler de ce sujet qui me tient à cœur. En fait, le concept de RSE, de responsabilité sociétale, dont on entend quand même beaucoup parler, est parfois flou ou parfois on y met beaucoup de choses, mais on oublie un peu le sens profond de ce que ça veut dire et d'où ça vient. Et moi, j'aime bien revenir au sens des mots. On parlait des trois mots pour dire des trois mots grecs pour parler de la forme des différentes formes d'amour. Moi, j'aime bien revenir au sens des mots et donc à cette notion de responsabilité. En fait, quand on parle de responsabilité sociétale, on parle de la responsabilité qu'une entreprise a envers l'ensemble de la société, donc les personnes, mais on va mettre dans la société l'environnement aussi, toutes les différentes parties prenantes. Et en fait, cette responsabilité envers l'ensemble de la société, elle s'exerce quand on est une entreprise, dans toutes les décisions, dans toutes les activités, dans tous les métiers en fait de l'entreprise et donc aux achats. Et ça veut dire quoi être responsable? En fait, c'est comme quand on parle d'une personne, quand on dit qu'une personne est responsable de quelque chose, on entend à la fois que la personne est en charge de quelque chose, mais aussi que la personne va devoir, entre guillemets, assumer les conséquences de ses décisions, de ce qui est dans sa responsabilité. Et donc, il y a dans cette notion de responsabilité envers la société, le fait d'être conscient que quand on prend une décision ou quand on a une activité, on va avoir des conséquences. Ces conséquences, elles peuvent être négatives, mais elles peuvent être positives aussi. Et qu'on va en quelque sorte devoir rendre compte à la société de nos actes, de ce qu'on fait. Et donc ça, je le disais, ça s'applique à l'entreprise et souvent on voit la RSE comme quelque chose d'un peu à part dans l'entreprise. Les directions RSE, c'est des directions qui sont normalement transverses, mais qui sont rarement rattachées à un métier ou à un département en particulier. C'est des départements en soi. Or, l'ensemble des métiers, je le dis, sont concernés par cette notion de responsabilité et donc les achats. Et pourquoi les achats en particulier? Parce que les achats ont des impacts qui peuvent être négatifs mais aussi super positifs par leur positionnement d'interface en fait entre l'interne, les besoins exprimés en interne et puis l'externe, ce qu'on va aller chercher à l'extérieur, toutes les ressources extérieures que les acheteurs vont gérer en allant chercher des fournisseurs, des biens, des services. Et donc cette responsabilité, elle est importante de promouvoir entre guillemets des valeurs plus vertueuses dans les chaînes d'approvisionnement, mais aussi de sélectionner des offres qui soient plus vertueuses. Et l'effet de levier des achats, il est énorme parce que quand on travaille la RSE d'une entreprise, on change une entreprise. Quand on est acheteur et qu'on veut mettre en place des démarches pour s'assurer que les fournisseurs sont plus performants, et ben on va travailler sur plein d'entreprises parce qu'on va avoir plein de fournisseurs qu'on va toucher. Donc l'effet de levier, il est là. L'effet de levier, il est, par exemple, nous, quand on prend nos clients, on a fait l'exercice pour certains de nos clients, on prend les montants d'achat d'un acheteur et puis en face, on va mettre les montants de dépenses d'un foyer. En moyenne, nos clients, ils achètent pour l'équivalent de entre 500 et 800 foyers français. Donc, l'effet démultiplicateur de quand on change notre façon d'acheter, il est bien plus puissant chez un acheteur que chez un citoyen qui va changer sa consommation tout seul. Ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, puisque les uns entraînent les autres. Mais ce que je veux dire, c'est que l'effet de levier, il est super puissant.
Et en termes d'impact, je vais donner un exemple d'impact pour montrer, mais aujourd'hui, on parle beaucoup des émissions de gaz à effet de serre des entreprises. Dans les émissions de gaz à effet de serre, il y a 3 scopes, ce qu'on appelle 3 scopes. 1 et 2 qui concernent les consommations d'énergie en propre, et puis 3 qui concernent tout le reste. Et donc, tout le reste, il y a les achats. Et en général, quand on fait le bilan carbone d'une entreprise sur son scope 1, 2, 3, le scope 3, c'est souvent 60 à 90% des émissions de gaz à effet de serre, et à l'intérieur, le poste majoritaire, c'est les achats. Et donc, si on veut aussi transformer et diminuer les émissions de gaz à effet de serre, par exemple, mais c'est le cas sur tout un tas d'autres sujets, ben, il va falloir toucher à la façon dont on fait des achats. Et dernier point sur pourquoi c'est important pour moi, pourquoi la responsabilité des achats, elle est super importante, c'est que ben en fait, quand on transforme ce qu'on fait rentrer dans l'entreprise, on va forcément transformer ce qui en sort, et donc en général, on vient toucher au business model. Après, on parle de responsabilité des acheteurs, mais pour ceux et celles qui sont acheteurs ou acheteuses là, vous savez que ça ne concerne pas que les acheteurs, c'est l'entreprise dans son ensemble qui est donneuse d'ordre, hein, c'est rarement l'acheteur qui émet son besoin seul, entre guillemets, et donc ça va toucher ces démarches-là et cette notion de responsabilité, bah, tous les acteurs de l'entreprise qui ont un impact sur l'acte d'achat. Voilà pourquoi le sujet est pour moi super important quand on parle de RSE. Non, mais c'est très clair, effectivement. Alors, j'ai une question qui me brûle les lèvres, hein, voilà, qui est une question de base par rapport, je dirais, à la fonction de l'acheteur. L'acheteur est déjà pleinement chargé, très responsable de beaucoup de choses, hein. Il est responsable effectivement de la compréhension du besoin, ce qui est déjà énorme, effectivement. Il est responsable de la transformation, de cette compréhension du besoin, de la transformation effectivement vis-à-vis avec des codes ou des langages que le fournisseur est capable de comprendre. Il est responsable effectivement des aspects saving, etc. Même si on est bien loin maintenant effectivement de la fonction achat du cost killing, on est sur des raffinements, je dirais, et des manières d'acheter qui sont bien plus raffinées. Cependant, et c'est la question qui tue, les acheteurs qui sont en poste là aujourd'hui, ils ont déjà tout ça, ils sont déjà à 120%. Comment pensez-vous qu'ils puissent assumer une responsabilité supplémentaire, hein, voilà, de ce côté-là, ou comment peuvent-ils l'intégrer, ou alors, ou une question plus basique, est-ce qu'effectivement on peut transformer le processus achat pour le rendre plus responsable sociétalement, voilà, d'un point de vue RSE? Ouais. Alors, il y a plusieurs façons de répondre à cela, et c'est ce qu'on fait tous les jours chez Buyerway. C'est d'abord de se dire, l'idée, c'est pas de rajouter des choses aux acheteurs, mais de les outiller pour que dans leurs critères de décision, par exemple, il y ait des enjeux de responsabilité, pour que dans la façon dont on exprime le besoin, on puisse penser dès le départ les enjeux de responsabilité. Et c'est pour ça que les démarches achats responsables, elles touchent pas que les acheteurs, parce qu'il faut que les personnes qui émettent le besoin dès le départ se disent bah ça oui, ça non, etc. et soient orientées là-dessus. C'est pour ça que c'est des démarches transverses. Ce qu'on dit aussi parfois, c'est que il faut que les directions RSE soient moins généralistes et plus spécialisées pour pouvoir apporter des outils ou des informations plus précises aux acheteurs, pour les guider, pour leur donner des outils qui soient beaucoup plus précis, parce que les acheteurs jonglent avec tout un tas de critères et tout un tas de sujets, et des experts avec des niveaux d'expertise quand on parle de RSE qu'ils n'auront pas, et je suis pas sûre qu'on ait besoin de leur demander de les avoir d'ailleurs, mais par contre on a besoin qu'ils soient bien outillés pour savoir prendre ces décisions-là. Donc ça touche tout le monde, il faut former tout le monde dès l'expression du besoin. 2, faut outiller correctement et intégrer ça au processus achat. Et 3, parfois, ce qu'on dit, nous, quand on monte des démarches achats responsables et la gouvernance qui va avec, c'est pas forcément nommer des postes acheteurs responsables dans des équipes achats, même si ça peut être bien pour outiller les acheteurs, mais en fait, augmenter le nombre d'acheteurs pour leur laisser du temps, dispatcher mieux les portefeuilles, laisser plus de temps aux acheteurs pour aussi permettre d'absorber, entre guillemets, ce sujet. J'ai envie de dire, c'est de toute façon de plus en plus réglementaire, donc c'est de toute façon de plus en plus obligatoire, et donc il va bien falloir trouver un moyen de le faire. Mais pour que ça se passe bien, il faut bien sûr faire monter en compétence les acheteurs sur ces sujets, mais aussi les outiller correctement et les accompagner. D'accord, oui, tout à fait. Alors, comment alors on va commencer par le fond, hein, l'acheteur qui est en place effectivement, voilà, dans un poste, il a effectivement sa responsabilité, sa catégorie, ses projets, etc. Comment l'acheteur il peut être proactif effectivement par rapport à ça pour justement prendre en compte tous ces aspects-là, vous me permettez de dire RSE, hein, enfin en tout cas sociétaux, voilà, et donc en assumer la responsabilité. À titre personnel, moi je travaille dans un grand groupe, effectivement, où on a les directions de la RSE d'un côté et puis les achats de l'autre, qui se parlent parfois, et c'est sympathique, mais bon voilà, dans la réalité,
ça l'est beaucoup moins. Voilà. Donc, comment peut-il y avoir une intimité, et ça évolue beaucoup hein, de ce côté-là. Comment peut-il y avoir une douce intimité pour qu'effectivement tout le monde se sente investi, et à la fois la direction de la RSE pour dire bon ben il faut énormément s'appuyer sur les achats parce que ça reste quand même, je dirais, un des leviers fondamentaux de l'entreprise. Et d'autre part que l'acheteur se sente à l'aise par rapport éventuellement à des outils qu'on puisse lui donner côté RSE, mais en tout cas par rapport au fait d'assumer pleinement cette responsabilité et donc d'être un acteur extrêmement important et positif dans la société d'une manière générale par rapport à l'environnement. Hein, voilà. En fait, il faut avoir des démarches et des outils qui soient les plus pertinentes possibles, et pour qu'elles soient pertinentes, il faut qu'elles soient les plus adaptées possibles aux acheteurs. On a eu tendance à avoir des démarches achats responsables qui étaient un peu... on a un outil, il va tout faire, il parle de tout, il est super générique, on a l'impression qu'on couvre tout, et c'est bon, on fait des achats responsables. Mais donc, ça déconnecte un petit peu les acheteurs des enjeux concrets. Donc, comment on fait, nous? On dit, d'abord, il faut bien identifier ce que vous achetez concrètement, et au regard de ça, pas forcément tout traiter, mais prioriser les impacts négatifs ou les opportunités hein, en matière de responsabilité, parce qu'il y en a aussi, qui vont être les plus importants sur vos catégories d'achat. Et donc, en fait, dire à l'acheteur, sur ta catégorie d'achat, il y a tel et tel sujet qui sont vraiment importants, parce que ce que tu achètes a tel et tel impact, et donc c'est ça qu'on va traiter spécifiquement. Et donc, en fait, de pas donner des outils qui soient un peu fourre-tout, où on va demander à l'acheteur de tout, je vais vous donner quelques exemples, hein, mais de tout traiter, et puis en fait, on sait plus trop ce qu'on traite, et puis en fait, on met ça dans un coin, et puis on a coché une case, et c'est bon, on fait des achats responsables. Mais vraiment, d'essayer, et c'est pour ça que nous, on fait beaucoup de cartographie des enjeux RSE aux achats, c'est de dire, bah, ça va nous aider à pointer spécifiquement les enjeux prioritaires et derrière à outiller de façon la plus pertinente possible les acheteurs. Qu'est-ce que je donne comme exemple? Aujourd'hui, vous achetez, mettons, des prestations de facility management. Et dans le facility management, il y a des enjeux de transport, donc on peut avoir des enjeux liés aux émissions de gaz à effet de serre au transport, et il peut y avoir des enjeux sociaux, de santé et sécurité des personnes, de risques psychosociaux. C'est des personnes qui font des prestations que nous on appelle nomades, c'est-à-dire ils vont chez un client, puis chez un autre, puis chez un autre. Ils sont rarement dans les locaux de leur employeur. Et donc, là-dedans, de dire à un acheteur, il faut que tu fasses un audit de ton fournisseur, ça n'a pas de sens. Parce qu'on va aller auditer quoi? On va aller auditer les bureaux du siège du facility, enfin, je sais pas comment on dit, du facility manager, ou en tout cas du prestataire, ça n'a pas de sens. Donc il faut trouver d'autres moyens qui soient plus pertinents. On peut mettre en place du worker voice, enfin d'autres outils qui permettent de remonter des données. Autre chose, si aujourd'hui vous avez un sujet sur une filière de travail forcé ou de travail des enfants et que votre démarche achat responsable, c'est de les évaluer via une plateforme avec un questionnaire, vous verrez jamais le travail des enfants via un questionnaire, ou alors c'est que vos fournisseurs est vraiment stupide et alors là... ou alors très transparent en disant oui je fais travailler les enfants, mais ce que je veux dire c'est que il va falloir avoir d'autres outils qui vont être plus pertinents et qui vont permettre de décortiquer les choses. Donc, et les acheteurs, quand on leur explique concrètement quels sont les enjeux sur leur catégorie et qu'on leur met dans les mains les bons outils spécifiques, bah en fait c'est pas du temps en plus parce que ils ont pigé, ils utilisent ça et puis voilà. Sur les sujets carbone, si on leur fait une calculette carbone qui permet de mesurer 2 offres en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de choisir la plus vertueuse, ils savent faire, c'est pas compliqué. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir des outils qui soient spécifiques. Le problème, c'est que ça prend un peu plus de temps au démarrage parce que il faut développer des outils, enfin, d'abord identifier les enjeux par catégorie, puis derrière développer des outils spécifiques. Mais c'est ça qui fait que c'est plus fluide, entre guillemets, pour les acheteurs et surtout qu'eux arrivent très bien à faire le lien avec ce qu'ils achètent. Si on parle de matière, ils arrivent à comprendre quels sont les enjeux des matières. Enfin voilà, l'idée c'est de ramener ça au concret de leur métier et pas avoir de choses qui sont un peu trop larges et un peu trop génériques et qui font qu'en fait au final on coche la case mais on n'a pas vraiment eu d'impact sur ce qu'on achète. Vous qui avez une vision panoramique, là, effectivement, d'un certain nombre d'entreprises, ça doit être certainement des grands groupes du CAC 40, du SBF 150, etc., voire des PME, voire des ETI, voire etc. Est-ce que vous voyez effectivement des changements de fond dans l'organisation des achats qui mènent effectivement à aider les acheteurs
à travailler sur ces aspects-là ou pas, et donc à endosser justement cette fameuse responsabilité sociétale. Est-ce qu'effectivement ça vient par la direction? Est-ce que c'est du top-down, c'est du down-top? Est-ce que bon, il y a effectivement les aspects réglementaires et mandatory dont vous avez parlé tout à l'heure, qui de toute façon force la vague, c'est sûr, voilà, évidemment, et qui viennent aussi des achats publics qui, eux, sont très porteurs, effectivement, de ça, parce que c'est devenu obligatoire. Comment vous voyez, est-ce que vous pouvez nous donner une vision du panorama de ce qui se passe dans les directions achats des différentes organisations que vous voyez? Voilà. Ouais. Alors, c'est intéressant parce que c'est aussi quelque chose qu'on mesure avec le baromètre de l'Observatoire des achats responsables qu'on fait tous les ans à l'Obsar. Et qu'on va sortir le 4 juin prochain d'ailleurs pour cette année, c'est qu'on mesure ces tendances-là. Et ce qui est intéressant, c'est que alors on fait des différences entre privé et public, et on voit les facteurs de motivation entre guillemets des directions achats, mais c'est pas forcément toujours secteur dépendant. Ça va beaucoup dépendre alors de la taille de l'entreprise d'un côté, et puis après des dirigeants en fait. Ce qu'on voit, c'est que dans le public, il y a le sujet réglementaire, notamment les enjeux avec la loi AGEC sur l'utilisation, enfin sur l'achat de produits reconditionnés, recyclés, réemployés, etc. Donc ça a boosté quand même pas mal de choses. Les clauses d'insertion. Donc dans le public, il y a des choses qui sont poussées entre guillemets par le code de la commande publique. Dans le privé, on voit différents drivers. Chez les très gros, il y a le sujet de la réglementation avec le devoir de vigilance. Donc la loi française, c'était les entreprises de plus de 5000 salariés. A été votée hier au Parlement européen la directive européenne sur le devoir de vigilance qui va toucher les entreprises de plus de 1000 salariés européennes. Donc on va avoir plus d'entreprises qui vont être touchées, mais ça va rester des grosses entreprises quand même. Donc il y a la réglementation. Il y a les investisseurs, notamment sur les sujets climatiques, de diminution des émissions de gaz à effet de serre, etc. On voit quand même que de plus en plus les actionnaires posent des questions, cherchent à avoir des trajectoires bas carbone, etc. Donc ça va pousser aussi. On peut avoir les clients, et ça on voit bien la cascade, nous, quand on accompagne des PME ou des ETI, en général, elles arrivent aux achats responsables parce que les clients vont leur demander de faire des choses, et que donc il va falloir qu'elles mettent en place des choses. Et les clients, ça peut être aussi le client consommateur final citoyen qui change ses pratiques d'achat, qui va demander d'autres choses, et donc les entreprises vont bouger sur les filières. Donc les grands groupes, c'est quand même très réglementaire, et après ça cascade. Après, on a aujourd'hui des entreprises avec des entreprises à mission, des entreprises CSR natives qui se créent avec des missions, des projets de responsabilité, et donc ils vont travailler sur leur filière dès le départ aussi, et qui elles ont des drivers qui sont plus la volonté des dirigeants de mettre en place des choses. Donc c'est assez il y a plusieurs drivers possibles pour mettre en place des achats responsables. Le majeur reste la réglementation et la cascade de la réglementation chez ces fournisseurs. D'accord. Merci. Vous avez relevé, noté ou cité le devoir de vigilance. Voilà. C'est peut-être intéressant, effectivement, parce que je suis pas sûr que ce soit une notion qui soit connue de tous. Effectivement, de quoi il s'agit, quel est l'objet de cette loi-là. Alors moi, j'ai eu la chance d'assister à une de vos conférences, effectivement, où j'ai pas découvert, mais je dirais vu l'importance et la profondeur quasiment insondable, en fait, de la responsabilité des entreprises qui vont devoir s'engager par rapport à cette vigilance-là. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu quel est le sujet? Alors le sujet, il est intéressant quand on prend un peu la frise chronologique de la notion de vigilance. On est d'abord dans les années 2000, entre 2000 et 2010, on va avoir des thématiques où on va demander aux entreprises d'être vigilantes. On a le sujet du bois, on a le sujet des diamants de conflit, des minerais de conflit, où on va voir popper entre guillemets un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, des réglementations, mais sur des filières spécifiques ou sur des sujets spécifiques, par exemple au Royaume-Uni, sur l'esclavage moderne, etc. Va arriver en 2011 les lignes directrices de l'OCDE à destination des multinationales et ce qui va venir, ces lignes directrices, elles viennent poser le principe de vigilance qui dit il faut identifier vos risques, mettre en place des mécanismes d'atténuation des risques ou de remédiation, avoir des systèmes d'alerte et faire des rapports sur le sujet. On est encore sur la soft law en 2011, mais on va avoir la catastrophe qui est l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2014, qui va, en 2013 peut-être, non 2013-2014, je ne sais plus, qui va venir un peu bouleverser, parce que là, la société civile, les ONG vont venir s'emparer de cette catastrophe pour dire, vous les entreprises, notamment les grosses, vous ne pouvez plus dire que vous ne savez pas,
Par exemple, que quand vous achetez des vêtements made in Bangladesh, vous connaissez pas qu'il y ait des conditions de travail catastrophiques au Bangladesh. En gros, de dire aux entreprises, vous pouvez plus dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans vos chaînes d'approvisionnement. Et donc, une fois que vous savez ce qui se passe, vous ne pouvez pas ne rien faire. Et donc, les entreprises, les ONG, elles vont se mobiliser, notamment en France, ce qui va donner lieu en 2017 à la loi sur le devoir de vigilance, donc qui concerne les entreprises françaises de plus de 5000 salariés en France ou 10 000 salariés dans le monde, qui vont être sur le même principe que les lignes directrices de l'OCDE, de dire il faut avoir une cartographie des risques, donc identifier les risques, les enjeux de responsabilité sur vos chaînes d'appro, mettre en place un plan de vigilance, donc des actions, et puis rendre compte parce que ce plan de vigilance, il doit être reporté, et tous les ans, vous devez dire ce que vous faites, est-ce que ça fonctionne pas, etc. La France est le premier pays au monde à avoir cette loi-là sur les sujets qui sont la RSE en général, c'est-à-dire la santé et la sécurité des personnes, les droits de l'homme, les libertés fondamentales et les atteintes graves à l'environnement. Donc c'est la première fois qu'on n'est pas sur une filière ou une thématique, mais qu'on dit sur en gros l'ensemble des sujets de responsabilité sociétale, il faut que vous sachiez ce qui se passe chez vous, mais aussi auprès de vos relations commerciales établies. Et donc la loi française a toute cette subtilité et ce flou de dire qu'est-ce que c'est qu'une relation commerciale établie, est-ce que c'est le fournisseur de rang 1 ou est-ce que c'est plus loin. Les entreprises vont dire rang 1, les ONG vont dire plus loin. Et c'est là que la directive européenne qui a été votée hier, elle dit la chaîne de valeur, et notamment la chaîne de valeur amont, et donc là, on ouvre à aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire là-dedans, il y a à la fois dans les lignes directrices de l'OCDE, dans la loi française, et dans certains principes de la directive européenne, la notion qu'on traduit en français de raisonnable, et c'est pas non plus les entreprises qui vont se mettre à gérer tous les risques de toutes les chaînes d'approvisionnement qu'elles ont. Et donc, on va, nous, chez Bayeroy, en tout cas, utiliser cette notion de capacité d'influence, c'est-à-dire de dire, est-ce que vous avez les moyens d'agir sur le risque? Et si c'est le cas, vous devez le faire. Mais vous n'aurez pas les moyens d'agir sur tous les risques. Et l'exemple que je donne le plus souvent à mes clients, c'est de dire, aujourd'hui, si vous achetez du matériel informatique, dans votre matériel informatique, votre téléphone, votre ordinateur, il y a des minerais qui viennent certainement de zones de conflit. C'est pas à vous qu'on va venir demander d'aller auditer les mines de tungstène, de tantal, de cobalt. Par contre, si vous êtes Dell, que vous êtes HP ou que vous êtes Intel, là oui. Donc c'est aussi de se dire, est-ce que j'ai les moyens d'avoir un impact? Et les moyens d'avoir un impact, c'est pas forcément aller auditer sur place au rang 1 de la chaîne. Parfois, ça peut être d'utiliser un label ou une certification qui va me garantir, par exemple, que je lutte contre la déforestation, que j'utilise pas de pesticides en achetant du bio, etc. Donc, moi, en tant que consommateur, quand j'achète bio, je suis pas allée auditer le champ. J'achète et je fais confiance à un tiers qui est allé auditer le champ. Et donc, ça peut être aussi ça qu'on peut utiliser en tant qu'acheteur. Donc, c'est là toute la subtilité et ce qu'on attend de la jurisprudence qui, pour l'instant, a du mal à venir, c'est jusqu'où on doit aller et qu'est-ce qui est attendu en termes de responsabilité. Mais par contre, le fait d'identifier les risques est majeur, notamment parce que la première jurisprudence qu'on a en France sur la loi sur le devoir de vigilance, qui est le cas La Poste, enfin Sud, qui a attaqué La Poste pour les conditions de travail des sous-traitants dans les entrepôts de La Poste, le juge ne s'est pas vraiment prononcé sur le fond du plan de vigilance, mais par contre a très bien dit que la cartographie des risques de La Poste était pas assez spécifique et détaillée pour pouvoir avoir un plan de vigilance robuste, et qu'en gros la cartographie des risques devait être très spécifique à l'activité de l'entreprise. Et donc ce principe, à nouveau je reviens dessus, mais de dire vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas ce qui se passe dans vos chaînes d'appro. Alors, ça appelle véritablement. Alors, je reviens sur le sujet responsabilité de l'acheteur. En fait, c'est véritablement un changement de paradigme en fait de l'acheteur dans son poste, parce que années 80-90 cost killer, années 2000 on met en place des processus etc qui sont plus ou moins efficaces, et on arrive effectivement quasiment à l'opposé de ce que faisait l'acheteur dans les années 80 du cost killer, c'est-à-dire qu'effectivement on prend en charge une responsabilité très forte. Donc ça va influer très fortement à mon sens sur le mindset en fait tout simplement des acheteurs, ceux qui sont en place, certainement plus durement d'ailleurs que ceux effectivement qui sont en train d'être formés, et ça nous touche particulièrement par rapport à De Vinci Executive Education. Donc j'ai un exemple là en tête des terres rares. Voilà, les terres rares, vous savez, c'est pas des matériaux rares, c'est des terres rares. Terres rares, c'est 17 matériaux qui viennent de Chine. On a en fait nous l'Occident un peu délocalisé cet extrait de terres rares parce qu'il est extrêmement polluant
par rapport effectivement au process d'extraction de ces terres. Alors, les terres rares sont dans tous les matériels informatiques et tous les matériels, je dirais, up-to-date maintenant. Tout à fait. L'acheteur n'a quasiment aucune prise là-dessus, hein, voilà. Et l'acheteur ne peut que pleurer, je dirais, par rapport à ça, s'il veut acheter de l'IT, des téléphones, etc. Et, enfin, des éoliennes d'ailleurs. Hein, on se rend compte qu'effectivement, à l'intérieur des éoliennes et des moteurs d'éoliennes, voilà, il y a en fait du dysprosium qui vient directement en fait de Chine, qui est en fait extrait avec des méthodes totalement dures. Donc cette espèce de paradoxe fou là pour l'acheteur, comment est-ce que vous avez des retours d'acheteurs qui disent mais moi finalement je peux rien faire quoi, j'y arriverai jamais. Enfin voilà, qu'est-ce que vous en pensez? C'est là qu'on dit toutes les responsabilités ne reposent pas sur l'acheteur, et c'est là qu'il faut accompagner les acheteurs à dire ça oui c'est dans l'escarcelle de la responsabilité de l'acheteur, ça non. Sur les terres rares, ce que je disais, hein, sur le matériel informatique, l'action elle est très difficile parce qu'aujourd'hui c'est difficile quand on est acheteur de matériel informatique d'aller challenger des monstres comme Intel, HP ou sur de la téléphonie Apple ou Samsung pour leur dire mais qu'est-ce que vous faites? Enfin, c'est pas nous qui allons aller auditer Apple. Enfin, c'est quasiment aucun de mes clients et même les gros du CAC 40 vont pas aller auditer Apple. Donc là, c'est d'autres typologies d'actions qu'on va mettre en place. C'est pour ça que l'audit ou l'évaluation fournisseur est pas l'alpha et l'oméga des achats responsables. C'est de dire une fois qu'on a extrait ces terres, il faut les utiliser le plus longtemps possible. Donc on va travailler avec les DSI à dire ok c'est pas chez l'acheteur, c'est vous DSI d'allonger le plus longtemps possible la durée de vie des matériels, de changer les politiques de renouvellement. C'est à l'acheteur d'aller négocier des politiques de maintenance, de réparation des ordinateurs et des téléphones. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être dans les mains des acheteurs. C'est de dire aussi, est-ce qu'on peut utiliser du reconditionné quand on peut utiliser du reconditionné. Donc c'est de dire, ok, j'ai peut-être pas d'impact et de responsabilité, ou en tout cas, je peux peut-être pas aller très loin sur la chaîne d'appro, mais par contre, à mon échelle, j'ai la responsabilité d'allonger la durée de vie du matériel que j'achète, de négocier des contrats de maintenance, voire faire de la location plutôt que de l'achat, enfin travailler sur les sujets d'économie de la fonctionnalité hein, plutôt que d'acheter du matériel, et de changer mes politiques de renouvellement. Et ça peut être à la main de l'entreprise. Donc c'est pour ça que l'action achat responsable, elle est pas forcément, alors déjà elle est pas forcément dans les mains de l'acheteur, mais elle peut l'être, et elle est pas forcément sur l'évaluation fournisseur. Il y a plein d'autres façons de faire des achats responsables et d'exercer sa responsabilité. Bon, ça me rassure, donc effectivement, parce que sinon, il va falloir que je prenne du Lexomil tous les jours pour traiter. Voilà, ça me fait penser justement au sujet de l'éco-conception. Moi, je la vis effectivement dans mon entreprise, là, où justement, on change la manière de voir, hein, où effectivement, donc, il y a des groupes de travail, hein, on va dire ça comme ça, hein, des workshops qui se montent pour faire de l'éco-conception, et bien entendu, avec les acheteurs, les fournisseurs, les prescripteurs, etc., etc. Est-ce que vous voyez, alors moi je suis dans un domaine de l'aéronautique de défense, donc déjà c'est très très présent, très prégnant. Est-ce que vous voyez vous voyez déjà ça chez vos clients, les clients de BioWay, hein, je veux dire, hein, enfin, voilà, est-ce que c'est à l'ordre du jour ou pas? Ouais. La meilleure façon de diminuer l'impact environnemental de ce qu'on achète, c'est de penser ce qu'on achète avec le moindre impact environnemental au départ. Donc l'éco-conception, elle est vraiment utile. On le voit chez nos clients sur pas mal de choses. On a travaillé nous sur des sujets de PLV dans le luxe, par exemple. Donc la PLV, c'est la publicité sur lieu de vente. Donc c'est tout le mobilier qui va accompagner un produit. On a fait ça sur des packaging beaucoup, sur comment on travaille avec le fournisseur à changer des choses. On a des clients qui l'ont fait, alors comment dire, nous on les a pas accompagnés là-dessus, mais qui ont travaillé là-dessus. Dans le luxe par exemple, sur du flaconnage dans le parfum, de travailler avec le fournisseur à aller chercher des nouvelles technologies pour diminuer la matière utilisée par exemple, ou les typologies de matière utilisée. Donc c'est souvent en plus dans les démarches d'éco-conception des choses où on peut vraiment impliquer les fournisseurs, travailler avec ces fournisseurs, aller chercher des innovations, des changements, etc. Oui, c'est vrai. Enfin, sur l'impact environnemental, hein, puisque les achats responsables, il y a les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux et puis les enjeux plus globalement de la société. Mais
Sur le sujet de l'impact environnemental, l'éco-conception, c'est vraiment un outil qu'on utilise très souvent pour diminuer l'impact environnemental dès le départ, en fait. Mais ça demande bien à ce que tout le monde soit aligné, c'est-à-dire que la démarche d'éco-conception, dans la boucle, il y a la R&D, le marketing, les acheteurs, le fournisseur, etc. Donc c'est vraiment des initiatives qui doivent être multiparties prenantes pour qu'elles prennent, mais c'est vraiment une bonne façon de diminuer son impact environnemental. D'accord, merci. J'ai quelques petites questions d'ailleurs pour nos auditeurs. N'hésitez pas à poser des questions dans notre chat. Hein. Il y en a quelques-unes, ouais. Il y en a quelques-unes, voilà. On voyait Abou, effectivement, qui pose la question, y a-t-il une différence entre RSE et ESG? Alors, le terme RSE, ça veut dire responsabilité sociétale des entreprises. C'est la traduction du concept anglo-saxon Corporate Social Responsibility. Et c'est en gros l'application des principes de développement durable aux entreprises, mais aussi la façon dont les entreprises contribuent aux principes de développement durable et donc exercent leurs responsabilités envers la société sur les enjeux environnementaux et sociaux. ESG, ça veut dire environnement social et gouvernance, et c'est souvent un terme qui est plutôt financier, qui vient beaucoup du monde de l'investissement et du reporting financier ou extra-financier, et qui est comment on reporte ou comment on a des informations environnementales, sociales et de gouvernance sur une entreprise. Donc en gros, ça traite des mêmes sujets. Globalement, on peut prendre l'un pour l'autre si on veut, même si c'est pas exactement la même chose, mais ça traite des mêmes sujets. Il y en a un qui est plutôt la photographie d'une entreprise d'un point de vue plutôt investisseur-actionnaire. On va parler de ESG. Et quand on va parler de la démarche, souvent des directions, il n'y a pas de direction ESG dans les entreprises, il y a plutôt des directions RSE sur comment l'entreprise exerce sa responsabilité. Ça parle D'accord, merci. Très bien. Une autre question d'André. Excusez-moi, pouvez-vous encore citer les différentes directives à l'instar de celles de l'Union européenne? Alors, il y a beaucoup de choses. Donc, sur les sujets réglementaires, en France, on a la loi sur le devoir de vigilance. Donc, je vous disais qu'il couvre les plus grosses entreprises françaises, entre 150 et 170 entreprises françaises. On travaille l'obligation de vigilance sur les enjeux conditions de travail, santé, sécurité des personnes, liberté fondamentale, droits de l'homme et atteinte grave à l'environnement. Et ensuite, au niveau des directives européennes, on a beaucoup de choses parce qu'il y a celles sur les minerais de conflit. Donc, il faut que les entreprises identifient d'où viennent les minerais qui potentiellement viennent de zones de conflit. Il y a la RDUE, donc le nouveau paquet réglementaire sur les sujets du bois et notamment de la déforestation importée. Donc, comment on s'assure que le bois qu'on importe ne provient pas de zones qui sont déforestées pour l'utilisation de ce bois. A été voté tout récemment un règlement européen sur, pareil, le fait de ne pas importer des produits issus du travail forcé. Donc, on va avoir des choses thématiques comme ça. Le règlement sur les diamants de conflit qui existe depuis très longtemps. On va avoir des choses au niveau européen qui sont thématiques. Et donc là, a été votée hier la directive européenne sur le devoir de vigilance. Donc, en gros, ça ressemble à la loi française, sauf que ça va concerner les entreprises européennes. Et c'est aussi plus détaillé dans son contenu, notamment sur l'obligation d'un plan de transition climatique, ce qui n'est pas précisé dans la loi française. Mais en gros, sur le mécanisme, ça ressemble. On aura juste plus d'entreprises touchées parce que déjà, c'est au niveau européen et qu'on descend à un seuil de 1000 salariés. Et puis on a la CSRD qui occupe aujourd'hui beaucoup donc le devoir de vigilance, pas de transposition avant 2026, puisqu'on a en général les 2 ans de transposition. La France va peut-être transposer plus vite, comme on a déjà nous une loi, ce qui n'est pas forcément le cas. Alors c'est le cas en Allemagne aussi, il y a une loi de ce type-là en Allemagne aussi, donc ça va peut-être transposer plus vite en France, mais en gros, il ne faut pas s'attendre à grand-chose avant 2026, je pense. Et puis la CSRD actuellement qui a une obligation de reporting en matière de RSE, et là ça occupe beaucoup les entreprises puisque l'entrée en vigueur c'est cette année pour un reporting l'année prochaine. D'accord, merci. Je vais faire l'avocat du diable, je change totalement de sujet, mais pas tout à fait quand même. N'y a-t-il pas parfois une tendance de récupération de sujets, en particulier en éco-conception ou en conception, effectivement, pour les endosser sur le sujet RSE? Alors, j'ai souvenir il y a quelques années, effectivement, d'un fournisseur qui, on travaillait sur un boîtier, qui métallique, contenant des objets électroniques, qui nous avait avait changé effectivement sa typologie de conception puisqu'il était habituellement fabriqué à partir d'un bloc de métal
fraisé, creusé, etc. Il était passé en placo-assemblé, en l'occurrence, effectivement, on prenait des plaques de métal, effectivement, et il avait argué, etc. Enfin voilà, ou en tout cas l'acheteur avait pris cette raison-là pour dire, ben, c'est bien, c'est éco-responsable, etc. Est-ce que vous voyez des exemples comme ça, je dirais, voilà, vous voyez ce que je veux dire, Ouais, ouais. De fausses bonnes voilà, idées. de fausses bonnes idées, voilà. Parce que souvent, c'est des fausses bonnes idées. Oui, Ça arrive très souvent sur les sujets environnementaux parce que c'est des sujets qui sont complexes, avec des transferts d'impact qui peuvent être importants, et sur lesquels, quand on fait de l'éco-conception, il faut vraiment penser holistique sur un produit. C'est-à-dire oui, qu'aujourd'hui, il y a plein de fausses bonnes idées dans les sujets environnementaux. Et il faut vraiment se servir des outils d'analyse de cycle de vie et des outils d'éco-conception pour pouvoir bien penser et pas faire des transferts d'impact. Par exemple, de se dire, je vais changer mon plastique mon plastique vierge vers un plastique recyclé ou biosourcé, et ben il n'est pas forcément recyclable. Il peut l'être, mais il l'est pas forcément. Et donc de se dire, j'ai aujourd'hui un PET qui est super recyclable, avec des filières qui existent en France, qui fonctionnent très bien, etc. Et je vais switcher pour avoir un plastique biosourcé, mais qui va venir polluer mes filières de recyclage. C'est pas forcément la bonne idée. Je veux plus de plastique. Nous, on avait des clients comme ça en disant, je veux plus de plastique du tout, et donc je refais tout en verre. Et ben en fait, ça a potentiellement du transfert d'impact, parce que si je passe d'un pack en plastique à un pack en verre, ça va être plus lourd, donc potentiellement il va y avoir plus d'émissions de gaz à effet de serre liées au transport. S'il faut le recycler, et ben le recyclage du verre, ça a un impact énergétique qui est non négligeable, donc des émissions de gaz à effet de serre. Bref, peut-être que mon pack en verre, il doit être consigné rechargeable plutôt que jetable. Enfin, et donc en fait, ça demande aussi d'avoir d'autres choix de conception, mais même de produits quand on travaille l'éco-conception. C'est comme les histoires de voitures aujourd'hui. Il y a des trajets sur lesquels il vaut mieux avoir une petite voiture essence qu'un gros SUV électrique. Et c'est pas du tout, comment dire, enfin même sur les sujets de mobilité, il vaut mieux avoir du transport en commun globalement. Mais voilà. il peut y avoir comme ça des fausses bonnes idées. Souvent, je dis à mes clients, quand ils dématérialisent, en ce moment, on digitalise, surtout les achats, on digitalise tout. Ok, mais en fait, l'impact environnemental du digital, il n'est pas négligeable. Parfois, il y avait une étude de l'ADEME qui disait que s'il y avait un document qu'on le lisait plus de 6 fois, il vaut mieux l'imprimer que de l'avoir, de l'ouvrir ou de le télécharger 6 fois sur son ordinateur. Donc, bref, dans les outils d'éco-conception, ce que nous on dit le plus souvent, c'est ça dépend. Et pour savoir quelle est la meilleure idée, il faut faire l'étude. Et il faut vraiment faire l'étude sur l'ensemble des impacts et pas se contenter juste du climat et oublier la biodiversité, par exemple, ou juste des enjeux de ressources et oublier les enjeux climatiques. Il faut vraiment essayer de prendre le sujet dans son ensemble. Face à ça, puis après je prendrai la question enfin la remarque d'Abou. Face à cette montagne, là, on a bien compris maintenant la notion de responsabilité sociétale du métier d'acheteur. Je pense que c'est clair, hein, voilà. Simplement, les acheteurs dans leur entité n'ont pas forcément effectivement la volonté de la direction de les former. Qu'est-ce que peut faire un acheteur? Alors là, je redescends encore plus bas, hein, je dirais, tout seul, voilà, pour effectivement être en accord avec justement ses convictions, et se former seul. Que peut-il faire? Comment peut-il faire? Auprès de qui? Sans aller. Alors bien entendu, l'idéal c'est d'aller au cabinet Bergerway, mais mais comment peut-il faire effectivement? Comment peut-il, je dirais, se renforcer, se muscler pour travailler ce sujet-là? Alors, il y a des formations aujourd'hui qui existent. Donc nous, on a déjà formé des gens en one-to-one, en individuel, sur la base du CPF, on l'a déjà fait. Mais si on veut pas aller jusque-là, il y a une formation en e-learning qui existe aujourd'hui chez Ecolearn. Il y a un MOOC qui a été fait par Kedge. Il y a un MOOC qui a été fait chez Open Climat sur les achats responsables. Il y a un autre MOOC qui a été fait par le CGDD, je crois. Sur ces sujets. Open Classroom, pardon, pas Open Climat. Open Classroom a un MOOC sur les achats responsables. Kedge a un MOOC sur les achats responsables. Ecolearn a une formation. Après, il y a des tas de conférences où vous pouvez assister, des webinaires sur le sujet de la vigilance, par exemple. Et puis là, avec le vote de la loi, je pense que, enfin, de la directive, il va y en avoir de plus en plus.
À l'Observatoire des achats responsables, on a des groupes de travail. Dans les, il y a des tas d'endroits où on parle d'achats responsables et où c'est possible de s'informer. Et puis après, en fait, aussi faire le travail d'un consultant, c'est de dire, nous, ce qu'on fait quand on a une nouvelle catégorie d'achat sur laquelle on n'a jamais travaillé, c'est qu'on va faire de la recherche documentaire, de la recherche bibliographique sur l'impact environnemental de la catégorie, faire de la recherche d'ONG sur l'impact social de ce qui se passe dans les filières, et qui va nous permettre, nous, derrière, de conseiller nos clients. Donc l'acheteur, à son échelle, il peut le faire aussi. Des recherches sur un moteur de recherche, sur l'ACV sur un produit. Parfois, il y a des ACV publics. L'ADEME a aussi un certain nombre d'informations, d'aller chercher sur une filière des études d'ONG, etc. C'est possible. Ça prend du temps, hein, mais c'est aussi possible de le faire à l'échelle individuelle. Ce serait intéressant, effectivement, que vous puissiez nous donner quelques MOOC, là, effectivement, qu'on puisse diffuser chez nous. Alors, il y a une question volontairement, je dirais, d'Abou, là, qui est un peu provocatrice. La RSE n'est-elle pas finalement du greenwashing? Je vous laisse répondre. En fait, alors la RSE, c'est-à-dire le fait d'exercer sa responsabilité envers la société, c'est pas du greenwashing, c'est le fait de se poser les bonnes questions et de mettre en place des choses. Après, on peut très bien décider qu'on met pas vraiment en place des choses et qu'on dit qu'on fait des choses mais qu'on les fait pas vraiment. Mais là, pour moi, c'est pas être responsable. Enfin, c'est pas exercer sa responsabilité envers la société. Le greenwashing, ça existe. Alors après, c'est de plus en plus encadré, hein. Aujourd'hui, il y a une réglementation européenne sur les allégations environnementales. On peut plus dire n'importe quoi sur ce qu'on dit sur un produit. On a aujourd'hui les déclarations de performance extra-financière, donc le reporting extra-financier des entreprises, il va être audité. Enfin, pour certaines, il était déjà audité, mais là, avec la CSRD, ça renforce l'audit, c'est-à-dire qu'on peut pas dire n'importe quoi et on peut pas dire des choses qui sont pas vraies ou qu'on fait pas vraiment. Donc, de plus en plus, en fait, la réglementation vient aider à dire, ça peut plus trop être du greenwashing. Alors, ça veut pas dire qu'il y en a qui font pas ça. On dit greenwashing ou fairwashing sur les sujets sociaux aussi. Mais il y a des choses, comment dire, les ONG, en plus, la société civile est de plus en plus à l'affût des entreprises qui font des choses qui disent des choses qu'elles ne font pas. Donc, en général, c'est jamais très très long quand on fait du greenwashing, ça sort assez rapidement. Merci. François, d'ailleurs, qui va nous rejoindre l'année prochaine en Master 2 à De Vinci Executive Education, pose la question, le pacte PME existant est-il mis à jour et existant par rapport au nouveau texte RSE? Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par pacte PME, parce qu'il y a une association qui s'appelle Pacte PME, mais qui fait du baromètre au niveau de la relation fournisseur sur les PME. Ou est-ce que c'est l'exigence qu'on attend envers la... En fait, je ne comprends pas la question, si vous pouvez la préciser. Donc, François, si vous pouvez la préciser, ou même carrément prendre la parole. Puisque voilà, il est en train de se préparer à prendre la parole. Hop. Et puis il y a peut-être une autre question qui va venir. Je ne vois pas son texte. Moi, j'ai quand même une dernière, une autre question, mais après on va reprendre effectivement le fil des questions du chat. Dans les formations d'acheteurs que vous voyez, vous, alors on est concerné bien entendu, est-ce que vous voyez assez effectivement de entre guillemets de RSE? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que ça va être là aussi une vague de fond et il va falloir effectivement aller beaucoup plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui? Il n'y a pas d'ARS, il n'y a pas forcément d'achat responsable dans toutes les formations d'acheteurs, déjà. Donc non, c'est pas suffisant. Il n'y a pas de formation dédiée aux achats responsables, sauf en MOOC, etc. Mais de formation en présentiel, il n'y en a pas. Après, je trouve quand même qu'on est de plus en plus sollicité pour le faire et j'ai pas mal de collègues aussi qui donnent de plus en plus de cours sur les achats responsables. J'ai l'impression qu'on en donne plus dans des formations RSE ou environnement qu'à des formations achats, même si c'est de plus en plus le cas. Mais en tout cas, il faut que ça rentre dans la formation initiale des acheteurs. Je pense que c'est essentiel de leur donner les outils et la compréhension. Après, pour moi, le but d'un acheteur n'est pas que de faire de la RSE. Enfin, pour moi, ça doit transparaître dans tout, hein, dans la relation fournisseur, dans la façon dont on se comporte, etc. Par contre, c'est pas, j'attends pas des acheteurs, en tout cas, c'est ma position, d'avoir une expertise hyper pointue sur un sujet climatique ou droit de l'homme. Je pense que ça, c'est aux directions RSE de la porter aux acheteurs. Mais par contre, de comprendre ces enjeux, de savoir comment les intégrer, je pense que il faut que ça soit dans la formation initiale et c'est de plus en plus le cas, hein.
Mais c'est quand même pas le cas dans toutes les formations. Ok, bon, je crois qu'on a quasiment fait le tour. On va prendre encore quelques questions. Est-ce qu'il y a des questions ou des messages que vous aimeriez passer à nos acheteurs? Là, ils sont en grande majorité là ce soir. Des choses qu'on n'a pas évoquées, effectivement, des choses. Voilà, je vous laisse. Voilà, la question est complètement ouverte. Je dirais, voilà. Mon dada là en ce moment, c'est ce que j'appelle le parent pauvre des achats responsables. Et c'est mon dernier petit coup de colère sur LinkedIn. Mais dans les achats responsables, aujourd'hui, on parle beaucoup de vigilance, on parle beaucoup d'évaluation fournisseur, on parle de plus en plus d'éco-conception et de la façon dont on va sélectionner les produits. Il y a tout un pan qui concerne la relation fournisseur, c'est-à-dire comment on se comporte de façon responsable envers ses fournisseurs. Il y a une charte en France qui s'appelle la charte relation fournisseur et achat responsable qui est adossée à un label, le label relation fournisseur et achat responsable, et qui parle notamment de ces sujets en ce qui concerne les délais de paiement, l'égalité de traitement, l'écoute de la voix des fournisseurs, etc. Et c'est un pan des achats responsables et c'est souvent celui qu'on ne traite pas ou qu'on traite à la fin parce que ça demande de s'interroger soi-même sur ses propres pratiques. Je dis c'est mon dernier coup de colère sur LinkedIn parce que c'était le cas d'un client qui nous fait travailler sur une proposition commerciale, accepte notre proposition commerciale et puis ne donne plus de nouvelles pendant des semaines. On relance, pas de nouvelles, on relance, pas de nouvelles. Et quand on est un cabinet de conseil comme le nôtre et qu'on est une TPE comme la nôtre, quand on gagne une mission, on réserve du temps des consultants sur une mission. Donc si ce temps il leur est réservé, ben, ça veut dire qu'ils prennent pas notre mission ou ça veut dire qu'on décale notre mission, etc. Et finalement, le client finit par nous répondre « La mission est en stand-by, ok ?» et puis finit par nous dire que ce sera fait en 2025. Et ce qui, moi, me met en colère, c'est de dire, en fait, un, il suffit de nous parler, de nous le dire, et puis deux, ce travail de prospection commerciale, on le fait, et bien sûr, ça fait partie de notre job, je dis pas que... Voilà, mais le fait de réserver du temps à un client, le fait qu'on ait des clients qui nous... Un autre, une grosse entreprise, il y a quelques mois, qui nous envoie un appel d'offres un vendredi à 16h et il faut une réponse un mardi matin, ça veut dire que je vais travailler le week-end. Donc, quand on va demander derrière à ces fournisseurs d'avoir une évaluation RSE de leur performance sociale en disant les conditions de travail, les horaires, les heures sup, etc. et qu'à derrière, on a des pratiques qui font que les consultants doivent travailler le week-end, à un moment, on n'est pas vertueux, on rentre pas dans un cycle vertueux, voire on va pénaliser des entreprises pour des choses qu'on s'impose soi-même. Je me souviens d'avoir audité un fournisseur d'un de mes clients qui avait beaucoup d'intérimaires et qui me disait que tant qu'il aurait des prévisions de commandes aussi erratiques, il aurait toujours des intérimaires et que il faudrait que les clients soient mieux dans leurs prévisions et comme ça il y aurait moins d'intérimaires. Et ce qui est pas faux en fait. Donc il y a tout ce sujet de la relation fournisseur qui est un vrai pan important et qu'on a parfois tendance à oublier quand on traite des achats responsables. Tout à fait. Vous avez cité l'achat des relations fournisseurs responsables. Effectivement, enfin, c'est une charte qui date de 2010, je crois, Oui, qui était issue en fait du rapport Volo. Volo, c'est Jean-Claude Volo. En fait, c'était un sénateur et c'était consécutif en fait à la crise des années 2007, 2008, 2009, dont notre président de l'époque, Sarkozy, avait largement fait écho, effectivement, et du fait, effectivement, d'un certain nombre de problèmes, même sérieux, effectivement, des entreprises qui n'étaient pas payées à temps, etc., etc. Et donc, cette entreprise-là, cette charte-là, à l'époque, elle était animée, je ne sais pas si elle est toujours animée, par la médiation interentreprise, ouais, la médiation des marchés publics, et puis à l'époque la CEDAF, effectivement. Il y avait tout simplement 10 engagements, voilà, qui parlaient en fait de construction d'écosystèmes intelligents. Je trouve que c'était déjà très très bien à l'époque d'avoir cette notion d'écosystème dans le sens où tout est relié à tout, effectivement, et permet effectivement d'avoir un système lié entre les fournisseurs et les acheteurs. Donc il y avait les engagements de la charte. Enfin, je cite de mémoire. Je me rappelle, il y avait assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs. Il y avait réduire les risques de dépendance réciproque entre donneurs des fournisseurs. Apprécier le coût total de l'achat, le fameux TCO, veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise. Vous voyez, il y avait déjà ça, effectivement. Et donc, je crois qu'il y a à peu près 1000 ou 1500 entreprises maintenant qui ont signé. Il y a 7-8 ans, on était à 400, 500 entreprises.
et les entreprises du CAC 40 ont généralement signé. Voilà. Est-ce que vous, justement, puisque vous évoquez cette charte des relations fournisseurs, vous la voyez appliquée ou pas, ou est-ce qu'elle a déjà été oubliée? Vous êtes dans le soleil, vous êtes Mais oui, lumineuse, j'ai le Fanny. soleil qui C'est m'arrive. superbe. C'est parfait. Alors nous, moi je suis évaluatrice pour le compte de AGS sur le label depuis 2014-2015, donc je vois quand même, et on accompagne aussi des entreprises pour être labellisées. Donc on voit quand même des pratiques. Après, il y en a quand même pas beaucoup des labellisés, il y en a une centaine. Quand on voit le nombre d'entreprises en France, on se dit qu'il pourrait y en avoir plus. Et c'est pas forcément pour l'instant la grande vague de changement des pratiques, mais si, il y en a qui travaillent sur le sujet et qui se remettent en question. Oui, d'accord. Ok, bah écoutez, on arrive quasiment à la fin. Je réponds juste une question de moi. Serait-il possible de revoir le live? Oui, pour ceux qui sont inscrits, il n'y a absolument aucun problème. Voilà, ce sera avec plaisir d'ailleurs qu'on réécoutera Fanny. Fanny, est-ce que vous avez encore une fois des messages ou des informations à nous passer que j'ai oublié, des questions? J'en ai certainement oublié des centaines de questions, mais bon voilà, des choses importantes. Donc vous nous parliez effectivement de votre dada actuellement. Est-ce que vous en avez d'autres voilà. Non, mais c'est que on a beaucoup parlé vigilance, réglementation, etc. C'est aussi souvent quand on travaille avec les acheteurs une nouvelle facette de leur métier qui, dans la grande majorité des cas, les intéresse, apporte aussi une autre vision du métier, une autre connaissance des fournisseurs aussi, un lien différent avec les fournisseurs. Donc même si c'est très réglementaire, c'est quand même souvent aussi apprécié des acheteurs. Et je ne compte pas le nombre d'appels ou de CV d'acheteurs qu'on reçoit qui veulent donner du sens à leur métier et faire des achats responsables. Donc, il y a aussi, je pense, pour les organisations, un sujet de marque employeur de donner plus de sens et d'intégrer plus de RSE dans les directions achats. Et il y a une question de Céline sur à l'échelle internationale hors Europe. Est-ce qu'il y a des initiatives? Je ne sais pas si c'est des initiatives, Céline, réglementaires ou internationales. En tout cas, sectorielles, il y a des tas d'initiatives sectorielles qui travaillent. Il y a des initiatives sur le mica, sur le textile, il y a des initiatives dans l'agroalimentaire, la SAI, etc. Donc, on peut trouver des initiatives un peu internationales sur le sujet des achats responsables, sur des filières particulières. Après, sur des réglementations hors Europe, je disais, il y en a un peu aux États-Unis, mais bon, puis les États-Unis étant très libéraux, la réglementation de type devoir de vigilance, je la vois pas trop venir. Mais il y en a en Californie. Il n'y a pas de type CSRD à l'échelle internationale en dehors de l'Europe. Enfin, sur la CSRD, il y a quand même... j'ai oublié le nom parce qu'il est tard. C'est Emmanuel Faber, le directeur, l'ISSB, qui travaille sur des normes de type ESRS, voilà, l'ISSB, qui travaille sur des normes de reporting de type extra-financière pour venir concurrencer entre guillemets les ESRS, mais ils sont un peu en retard par rapport à l'Europe, et de toute façon l'Europe a adopté les ESRS avec la CSRD, donc je pense que elles sont censées être interopérables, et en effet il n'y a pas la notion de double matérialité qui est d'identifier les impacts et pour les parties prenantes et l'environnement et pour l'entreprise de l'autre côté. Mais ça c'est une bataille d'experts entre guillemets, même si je pense en effet qu'on a été plus loin en Europe que ne le font les Américains par exemple. Mais c'est souvent le cas sur les sujets réglementaires, hein, donc oui, voilà, c'est une économie libérale, d'une part, exactement. d'autre part, effectivement, ils sont autosuffisants en énergie, donc effectivement, c'est pas leur problème. Par ailleurs, moi, j'en reviens tout à fait par hasard, et effectivement, en tant que touriste, et j'ai vu qu'il y avait absolument pas de tri. Donc, ça dépend où vous allez. Par exemple, si vous allez en Californie, la Californie est super en avance sur les sujets environnementaux, mais si on va dans d'autres États, c'est une catastrophe. Donc, j'étais tout simplement en côte ouest, voilà, et côte ouest, même là, où effectivement, ils sont plutôt, je dirais, enfin, plutôt moins libéraux que d'autres, voilà, il n'y avait pas non plus de tri, enfin, c'est assez étonnant, quoi. Bon, juste, écoutez, on va conclure, on est à 4 minutes de la fin. Je voulais vraiment vous remercier, Fanny, parce que c'était extrêmement dense, très complet, mais il y a certainement beaucoup d'autres sujets à adresser. En tout cas, je voudrais vous remercier de la part de tous les auditeurs et moi à titre personnel aussi de Vinci Exécutive, avec qui on a co-organisé cela, et on espère vous revoir bientôt. Voilà. Il y a quelques merci qui tombent, et il y en aura encore. Merci à vous, et puis écoutez, à très bientôt. À bientôt.
par ailleurs, il y a une question de Marie-Odile qui dit quid des fournisseurs de droits internes. Allez, je laisse Mais qui en prendre sous-traitent en dehors connaissance. de l'Europe moins sensible à ces sujets. Quand on Oui, parle de vigilance, l'idée c'est de voir l'ensemble de la chaîne d'appro et de voir où on peut agir. Donc même si on se dit, moi j'ai des clients qui disent je suis hyper clean, tous mes fournisseurs sont français, on va voir plus loin parce que le principe c'est d'aller voir plus loin ce qui se passe. alors, super, d'accord. Je lis pour conclure la remarque de Jean-Christophe, voilà, qui dit très très intéressant, vivement le cours de juin, merci. Voilà. Bon, Merci beaucoup à vous tous, merci Fanny, et à merci. très bientôt. Bonne Au revoir. soirée, au revoir.